c'est une question de géopolitique évidemment. D'abord dans la mesure où on a vu depuis quelques années une intensification de l'exploitation des ressources et puis surtout l'apparition de nouveaux acteurs qui sont devenus extrêmement importants, voire des superpuissances dans le domaine. Je pense notamment à la Chine qui investit des sommes considérables pour extraire un certain nombre de produits dont elle a besoin pour alimenter sa croissance et sa production. Et puis en réaction, eh bien, on voit des résistances, des positionnements de la part des autres puissances, que ce soit les Européens, les États-Unis, voire même d'autres acteurs eux aussi émergents, qui vont être en compétition sur une multitude de marchés. Et on voit apparaître de manière assez intéressante, et c'est à ce titre que la dimension géopolitique est très importante, eh bien, une différence entre les pays dits du Nord et les pays du Sud, qui sont essentiellement les producteurs de ces différentes ressources et puis qui sont aussi l'objet à la fois de convoitises et d'une multitude de manœuvres, d'approches et d'exploitation par les pays dits du Nord. Donc on est dans une compétition à l'international et puis à cela s'ajoute une dimension qui ne doit pas être négligée, qui est tout à fait importante. Eh bien, c'est le rapport parfois confus que l'on voit de manière très forte dans certaines régions entre les acteurs publics, entre les États qui vont être un petit peu les acteurs principaux de cette exploitation, et puis les grandes entreprises multinationales, essentiellement étrangères, pour beaucoup occidentales d'ailleurs, qui sont aux premières loges de cette exploitation, et puis qui parfois vont avoir des moyens de levier considérables sur les différents pays dans lesquels l'extraction se fait. Donc on voit bien que c'est un débat qui prend de l'importance, parce qu'il est important, c'est un débat qui prend de l'importance parce qu'il pose une multitude de problèmes dans cette relation État-acteur-privé, et puis c'est un débat qui bien évidemment soulève la question plus globale de cette montée en puissance chinoise et de cette présence de plus en plus forte des investissements chinois dans certaines régions. Alors le cas de l'Asie du Sud-Est qui est traité dans cet ouvrage est tout à fait singulier, d'abord en raison de la richesse des ressources minières dont disposent les différents pays de la région. Alors, nous avons à trois travaillé chacun sur un pays qui sert un petit peu de laboratoire des problèmes et des différents défis rencontrés. Dans mon cas, c'était l'Indonésie qui est une véritable superpuissance minière, appelons-le ainsi, avec des productions très importantes à la fois en matière énergétique, je pense au pétrole ou au charbon, mais aussi en minerais, que ce soit l'or, le cuivre, le zinc, l'aluminium, etc. Enfin, on a une multitude de biens qui sont présents en Indonésie. Et donc la convoitise s'explique tout simplement par eh bien, des possibilités, des rendements extrêmement forts. Je rappelle à titre d'exemple que c'est en Papouasie, donc sur le territoire indonésien, que se trouve la plus grande, la plus importante mine d'or au monde, la mine de Grasberg, et c'est pourtant dans un territoire qui est quasi vierge, ou dans lequel eh bien, les infrastructures sont extrêmement limitées, ou plus exactement étaient extrêmement limitées avant que l'on commence à développer ces moyens d'extraction. Donc on a une région qui effectivement attire tous les regards pour cette question. Il y a une multitude d'investisseurs qui se bousculent et qui sont en compétition. On peut évidemment parler de la Chine du fait de la proximité géographique et du fait de l'interdépendance, de la situation d'interdépendance qui se crée entre l'économie chinoise, les investissements chinois d'un côté, et puis ces capacités de production de matières premières de la part des pays d'Asie du Sud-Est de l'autre. Et puis il ne faut pas oublier la présence ou la résistance des firmes multinationales et notamment occidentales qui sont également très présentes. Grasberg par exemple est exploité essentiellement par Rio Tinto et puis Newport, donc société américaine et puis britanno-australienne, donc la présence très forte des entreprises occidentales. Donc région singulière pour cette raison-là, et puis singulière aussi, ou particulièrement intéressante, en ce qui concerne les conséquences de cette exploitation. Et la question effectivement que vous posez est celle de savoir si on peut parler d'une bénédiction, à savoir de manne financière considérable, ou au contraire d'une forme de malédiction et donc de dépendance. Et c'est un petit peu les deux, je dirais. D'un côté, on constate, et si je m'arrête encore une fois au cas indonésien, eh bien que les ressources minières sont une source de revenus considérable pour l'État indonésien. La mine de Grasberg représente à peu près 1% des recettes fiscales de l'État indonésien, donc ça vous montre l'importance un petit peu de ce site. Et puis donc des ressources qui vont permettre par la même occasion eh bien, de développer un certain nombre d'infrastructures dans des territoires qui sont très sauvages, enclavés, totalement à l'abandon, je dirais même. Et puis dans le cas indonésien, eh bien, on parle d'un archipel éclaté, donc il est difficile de développer l'ensemble des différentes îles de cet archipel. Mais dans le même temps, ça crée une situation bien sûr de dépendance. On voit bien que les autorités locales et même nationales eh bien, ne sont pas en mesure
de contrôler certaines activités qui sont pratiquées par ces entreprises, et puis de la même manière n'ont pas véritablement de moyens forts de pouvoir faire pression pour, le cas échéant, contrôler à la fois les recettes, mais aussi les conditions d'exploitation de ces ressources qui provoquent, comme vous pouvez l'imaginer, une multitude de dégâts environnementaux et humains. Cette question, qui s'inscrit évidemment dans la lignée de la précédente, eh bien, concerne à la fois les questions économiques en termes de développement de certaines régions. Et là encore, je prends l'exemple de l'Indonésie, où on a pu voir de manière très forte certaines régions monter en puissance grâce à ces exploitations. Je pense à Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo, hein, cet immense territoire qui représente à peu près la taille de la France, donc ça vous donne une idée quand même du territoire, avec d'immenses ressources minières, également forestières d'ailleurs, et puis énergétiques. Kalimantan a vu son développement croître considérablement au cours des dernières années, et on a vu des villes se développer, des villes assez modernes d'ailleurs, se développer grâce aux mannes financières apportées par cette exploitation, avec une migration économique à l'intérieur de l'Indonésie qui est justifiée par un besoin de main-d'œuvre très important. Et je pense à des villes comme Balikpapan sur la côte orientale de Kalimantan, qui a véritablement explosé au cours des 20 dernières années grâce à l'exploitation des ressources minières, essentiellement en charbon dans la région, mais aussi pétrolières, en particulier offshore. Donc des effets positifs à certains égards. Et puis je cite l'exemple de Kalimantan, on pourrait bien évidemment multiplier cet exemple à d'autres cas dans la région, pas uniquement en Indonésie d'ailleurs. Mais dans le même temps, eh bien, on voit que cela pose une multitude de défis. D'abord des défis en termes de répartition des richesses. Il y a une tentation très marquée de la part de certains groupes à exploiter les ressources plus qu'à en faire partager les acteurs locaux. Et donc on voit une multitude de cas, et là encore je peux citer l'exemple indonésien, dans lequel eh bien, les retombées financières sont finalement très réduites, plus exactement très limitées. On voit donc apparaître des points qui seraient des points de développement issus de cette extraction minière, et puis à l'inverse une très grande misère qui s'impose, le plus souvent d'ailleurs par la faute de cette exploitation. Si vous avez des villes comme Balikpapan à Kalimantan, vous avez aussi des villes comme Tenggarong qui se trouve simplement à 150 km à l'intérieur des terres, donc très proche de Balikpapan. C'est une ville qui est en train de se noyer. L'extraction minière est trop importante autour et la ville est tout simplement en train de s'enfoncer. Et on voit bien là une situation qui est très préoccupante pour les populations locales. Et puis bien sûr se pose la question eh bien, de l'incapacité pour les acteurs locaux de peser face au fédéral dès lors que les recettes sont trop importantes au niveau fiscal pour l'État. Donc là encore, si on mentionne l'exemple indonésien, si on revient à cet exemple de Grasberg en Papouasie, eh bien on voit bien que cette mine fait l'affaire de Jakarta. Donc Jakarta a tout intérêt à continuer cette exploitation à outrance, d'autant qu'elle est très éloignée de la métropole, elle est dans une zone très peu développée. En revanche, les populations locales, les Papous, qui par ailleurs ont un mouvement indépendantiste, séparatiste, eh bien eux voient d'un très mauvais œil cette exploitation. Elle leur fait tort, elle leur fait également tort au niveau identitaire, c'est-à-dire que ce sont tous des symboles de cette culture papoue, notamment des montagnes qui vont être tout simplement creusées et qui vont disparaître, et bien qui vont être mises à mal. Et toute cette surexploitation va générer une multitude de tensions sur fond à la fois de problèmes économiques et sociaux, mais aussi identitaires. Donc il y a effectivement un danger. Alors, dans le cas indonésien, on a cherché en 2012 à apporter des réponses concrètes à ces risques d'implosion dans certaines régions en proposant une loi minière qui garantirait une forme de contrôle des exploitations en s'appuyant sur des entreprises indonésiennes et en faisant bénéficier davantage les acteurs locaux de cette extraction. Pour la petite histoire, et c'est symptomatique des gros problèmes soulevés par cette exploitation, eh bien cette loi minière a été annulée, ou plus exactement ajournée, en 2014, sous la pression des groupes internationaux, sous la pression d'États, on peut même le dire ainsi. On imagine que la Chine a joué un rôle tout à fait central auprès de Jakarta pour annuler, pour ajourner cette loi. Et donc on voit bien que l'État indonésien non seulement n'a pas les mêmes intérêts que les acteurs locaux, mais de la même manière, l'État indonésien est un petit peu pris en tenaille et n'est pas capable lui-même de s'affirmer, même quand il a la volonté eh bien, de répondre un petit peu aux attentes de sa population. Donc une situation qui est très difficile, que l'on va retrouver dans plusieurs pays de la région. L'Indonésie n'est pas un cas isolé, c'est le cas le plus
le plus évident du fait de l'importance des ressources et de l'importance du territoire, mais c'est un problème que l'on va retrouver dans les différents pays de la région et qui, je crois, met l'accent effectivement sur un vrai problème géopolitique avec à la fois la question des enjeux, la question des ressources, mais aussi les risques au niveau local, les retombées, les défis qui sont posés par, dans certains cas, une surexploitation et puis dans d'autres, tout simplement, un décalage entre le local et l'extérieur.